Cette hebdo, édition du dimanche 14 juillet 2024. Bien bonjour à tous et merci d'être sur STV. Déposée la semaine dernière sur la table des parlementaires de la Chambre basse, la loi prorogeant le mandat des députés a été votée. Désormais, le mandat des élus de la nation court jusqu'au 30 mars 2026, soit 12 mois de plus. On en parle en entrée. Média, le Conseil national de la communication envoie un avertissement aux présentateurs de programmes. Le CNC dit avoir noté la récurrence de propos haineux et violents, la généralisation des dérives langagières et postures discourtoises à l'égard des personnes, des institutions publiques et privées, incitant parfois à la stigmatisation ou au rejet. Partant de là, l'organe demande aux présentateurs de désormais opérer des choix judicieux dans le casting des invités. Pour sortir de cette émission, on parlera de la convocation de Maurice Kamto à la Légion de gendarmerie de l'Ouest, actuellement en Europe pour des raisons professionnelles. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, à travers ses avocats, a demandé à ce que la convocation soit remise à une date ultérieure. Mais déjà, certains dénoncent une manipulation de la justice à des fins politiques. On en parle avec vous, Samuel Motte. Vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous êtes député de la Nation. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Merci Léla pour l'accueil qui m'a été réservé. J'en profite pour saluer également mes deux panélistes. Je voulais également saluer Xavier Messier qui est à distance, donc la présence sur ce plateau Angèle et Anos pourrait peut-être éveiller un peu plus les débats. Malheureusement, il n'a pas pu être là à temps. Il n'a pas pu rattraper le bus. Vous savez, partir à 9h désormais, partir de Yaoundé à 9h pour arriver à Douala, à midi, c'est presque impossible. Donc, il n'a pas pu être avec nous, mais on l'aura au téléphone. Donc, Samuel Motte, avec vous, j'aimerais qu'on revienne sur ce décret du chef de l'État transformant la Société nationale d'investissement en société à capital public. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement qu'on change d'organisation après avoir tiré des conclusions de ce que, sous la forme dans laquelle la CSN est opérée jusque-là, il n'y avait peut-être pas de satisfaction. On va créer certainement des organes de gestion nouveaux. On va instaurer à l'intérieur un certain dynamisme. Mais également, ça permet aussi de faire passer à l'opinion que c'est une société d'investissement qui pourrait être, peut-être dans son aboutissement final, aboutir à une société anonyme dans laquelle effectivement le capital pourrait éventuellement être ouvert. C'est tout simplement un changement de forme. Cette forme-là également, je crois qu'on est attelé un certain nombre d'objectifs qui seront certainement atteints, notamment en ce qui concerne la société d'investissement, c'est fructifier l'ensemble du portefeuille qui est à sa charge et on espère qu'il y aura une dynamique nouvelle qui sera certainement accolée. J'ai envie de demander comment est-ce qu'on tire ces conclusions, parce qu'on nulle part on a parlé d'audit, nulle part on a parlé d'évaluation, avant de transformer la société en capital privé, en société. Les évaluations de société se font à travers des audits, comme vous l'avez dit, à travers des évaluations également sur la base des critères de performance qui sont assignés à tel ou tel objectif. Mais également, quand on fait des audits, on ne les rend pas nécessairement publics. Les audits ne sont pas nécessairement publics. L'audit rentre dans le cadre de la réduction des comptes. On fait des rapports à une hiérarchie quelconque. Après, maintenant, quand ça doit être ouvert au grand public, je crois que c'est plus ou moins vers ça qui s'achemine. Les rapports d'audit ne sont pas dans le domaine public. Je crois quand même qu'il y a une évaluation qui a été faite. Notez quand même que, au moins par rapport à l'évolution de la société dans laquelle, l'économie dans laquelle nous vivons aujourd'hui, entre 1960 et maintenant, il y a quand même une sacrée bonne période dans laquelle, effectivement, les conditions dans lesquelles on a fonctionné jusque-là ont été éprouvées. Et je pense également que c'est une orientation qui découle des constats. Un certain nombre de constats dont vous et moi ne sommes nécessairement pas au courant. Après, maintenant, on juge l'innovation au pied du mur. Espérons que dans cette nouvelle configuration-là, on aura un peu plus d'efficacité, on aura un peu plus de moyens pour pouvoir mettre en place cette politique d'institution-là qui était attachée à la création d'un organisme comme celui-là. Mais en même temps également, il faut rester assez cohérent et je veux dire arrimé aux pratiques qui ont cours. Je veux dire, ce qui a motivé la création de la SNE aujourd'hui, peut-être dans son objet, un certain nombre d'ambitions, un certain nombre d'objectifs qui étaient accoulés à cette création-là ont aujourd'hui disparu. On pense que l'État n'a pas resté dans le secteur marchand.
Cela dit, si on peut également avoir une organisation qui puisse permettre à l'État d'avoir un certain contrôle dans un certain nombre de secteurs névralgiques, tout au moins pour impulser là également l'investissement dans certains domaines, ça peut être une orientation qui a été donnée. Merci en tout cas Samuel Motte d'être avec nous ce dimanche face à vous. Nous recevons Maître Augustin Geffack, il est avocat. Bonjour Maître, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à mes distingués companélistes, bonjour à tout le dimanche. Leïla, je suis très heureux de revenir sur ce plateau de STV qui me manquait déjà assez. Ah oui. Merci. Ah oui, Maître. J'espère que c'est Baléla qui vous manquait. C'est une belle femme. Alors, pour revenir à l'émission, il faut dire que, Maître, j'ai couru après vous pendant des semaines. Les téléspectateurs de cet hebdo vous réclamaient également. C'est peut-être le moment de le dire. Si je n'arrive pas à voir Maître Augustin Geffack, c'est certainement parce que Maître Augustin Geffack est occupé et pas parce que je ne fais pas la demande, parce que toujours je fais la demande. Vous le confirmez, Maître? Je confirme. D'accord. Est-ce qu'il y a une actualité en particulier qui a retenu votre attention cette semaine, Maître? Ce qui a retenu mon attention, c'est que l'État est en train de dissimuler les preuves de sa forfaiture. L'exemple, c'est la SNI qui est restructurée, alors que nous ne connaissons pas la situation d'avant la restructuration. Ça cache mal la mauvaise gouvernance. C'est comme si vous arrivez chez vous, votre bonne affaire, cuisiner un mauvais plat, et poser tous les couverts à table. Le moment de vous servir, elle vous dit qu'elle a versé la sauce. Alors vous n'avez rien pour apprécier le goût. C'est ce qui se passe à la SNI. Merci. C'est-à-dire vous-même, vous devez recommencer la sauce et gérer le complément que n'importe qui aurait fait de la même manière. C'est l'histoire de la SNI restructurée. Je suis très flatté de savoir que j'ai un député de la nation qui est incapable de nous dire exactement, alors que c'est son domaine, que nous sommes dans le cadre d'une restructuration frauduleuse. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire? Maintenant, frauduleuse parce que personne ne comprend, ne sait pourquoi on restructure de la sorte. Or, on aurait dû commencer par expliquer au peuple ce qu'on a fait jusque-là avant de démembrer. Parce que là, c'est le démembrement de la haute structure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on le fait? On ne nous dit pas. Or, c'est le préalable. Je suis très étonné qu'un député qui a tous les pouvoirs pour interroger, avant que cela ne se fasse, il vient nous dire qu'on espère. Il croit que personne n'est dans les secrets des motivations. Donc moi aussi, je ne suis pas dans les secrets, mais avec mon petit droit sur les restructurations, je sais que c'est de la fraude. Voilà. Merci en tout cas, Maître, d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, un autre avocat, Maître Désiré Sikati, également militant, en plus d'être avocat, militant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Bonjour Maître, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Leïla, bonjour à l'honorable député Samuel Motte, bonjour également à Mme Geffack, mon confrère. Pareillement pour Xavier Messé, qui malheureusement ne peut pas être avec nous. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être sur votre plateau. Alors, sur la même question que Maître Augustin Geffack, est-ce qu'il y a une actualité en particulier qui a retenu votre attention cette semaine? Bon, disons que en général, les semaines sont quand même sur le plan politique assez chargées au Cameroun. Je pense que s'il faut citer un sujet qui a retenu mon attention, je donnerais l'impression que les autres sujets sont de moindre importance. Oui. Bon, toutefois, dans un souci de contradiction, à partir du moment où vous avez tendu une perche à l'honorable député Samuel Motte sur la restructuration de la SNI, et que par la suite vous avez donné la parole à mon confrère qui a abondé aussi en s'exprimant sur la même... Non, pas dans le même sens que Samuel Motte. Disons qu'il s'est exprimé sur la même question. Je pense que, bon, logiquement, je devrais dire la même chose. Parce que je pense quand même que c'est ce que les téléspectateurs devraient attendre. En fait, je pense que si j'utilise le terme saupoudrage, ce ne serait pas faire preuve d'un abus de langage, parce que l'impression qu'on lit en lisant le décret parlant de restructuration de la SNI, c'est qu'à travers le changement de la forme de la SNI, en faisant passer la Société nationale d'investissement au rang des sociétés à capitaux publics, forcément,
cela implique que le résultat ou bien la qualité de l'activité va changer et que bon, l'entreprise peut-être sera beaucoup plus rentable que ce qu'elle était avant. Donc bon, maintenant, c'est vrai que en arrimant les entreprises sous le prisme de l'acte uniforme de l'ordre sur la société commerciale, cela reviendrait à dire que l'entreprise devient une véritable entreprise commerciale qui doit déterminer ses règles de fonctionnement en tenant compte de l'intérêt de l'entreprise qui est la production du résultat. Bon, maintenant, quand on sait que la SNI est une entreprise dont les dirigeants vont être nommés certainement par les membres du régime, notamment le président de la République et certains au cadre du RDPC qui sont autour de lui, moi je me pose la question de savoir si on peut avoir un espoir en temps, sur la qualité même, sur l'efficacité de cette entreprise-là. Quand je parle de saupoudrage, c'est tout simplement une façon de dire qu'à partir du moment où, en dépit du changement de la forme de la SNI, et la SNI va continuer à être dirigée par les mêmes mauvaises mains gouvernantes qui dirigent les autres segments de l'administration et des services publics au Cameroun, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à attendre. Voilà, le seul changement de la forme d'une entreprise ne suffit pas. Même si vous avez une société anonyme et qu'elle est dirigée par des mauvaises personnes, des prévaricateurs du bien public, et je ne pense pas que vous pourriez espérer que du simple fait qu'il s'agit d'une société anonyme, que le résultat sera élogieux. Bon, maintenant, vous avez bien fait de faire allusion à la question de l'audit. La vérité, c'est que l'entreprise ASNI, c'est une société publique. C'est-à-dire, c'est une entreprise qui est le patrimoine de tous les Camerounais. La logique aurait voulu qu'il y ait un inventaire dont les résultats sont communiqués au peuple camerounais sur le fonctionnement de la SNI en termes de résultats, en termes de compétitivité, parce qu'il faut se rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, la SNI, c'est l'entreprise qui gère les investissements de l'État du Cameroun, que ce soit sur le plan national ou à l'étranger. Ça veut dire que chaque fois que l'État a une participation en termes d'action dans une entreprise, ça peut être une entreprise privée ou bien bon, des intérêts dans d'autres entreprises publiques, c'est la SNI qui est en charge de recenser tout ça et de planifier l'administration des intérêts des avoirs du Cameroun dans ces entreprises-là. Bon, jusqu'à maintenant, je ne suis pas sûr que même l'honorable député qui est en face de moi peut nous dire de façon assez certaine quel est le résultat de la SNI. La SNI fonctionne exactement comme c'est le cas pour l'entreprise en charge du pétrole, c'est-à-dire ce sont des entreprises qui sont considérées par le régime comme des entreprises ressortant du portefeuille occulte. Voilà, des dignitaires du régime. Donc à partir de ce moment, je suis de ceux qui pensent comme Maître Nguefa qu'on ne peut rien attendre de cette restructuration. Merci Maître Désiré Sikati d'être avec nous. Au téléphone, Xavier Messé, journaliste d'épée du journal Le Calam. Bonjour Monsieur Messé. Bonjour Monsieur Messé. On l'aura certainement au cours de l'émission. Samuel Maud, j'ai vu que vous vouliez dire quelque chose sur les propos tenus par Maître Nguefa et ensuite Maître Désiré Sikati. Oh, j'ai pas, étant entendu que je crois que plus ou moins on va parler de sujets, notamment sur le mot d'expression qui est revenu, qui est utilisé sur les plateaux de télévision. Je voudrais faire l'économie d'une telle réaction, parce que tout ce qu'ils disent en réalité, je ne sais pas si ça participe du débat ou ça participe de la même logique qui est celle qui est décriée par un certain nombre d'instances. Je reviendrai là souvent là-dessus. J'ai quand même pris un certain nombre de notes. On parle de fraude, de frauduleuse, changement de mode frauduleux, saupoudrage, de doute sur l'efficacité de prévaricateurs, également de portefeuille occulte. Et ça, c'est tout simplement les thèmes que j'ai retenus, mais on reviendra là-dessus puisque je crois que ça fait partie des points que nous allons aborder sur ce matin à ce que vous nous avez envoyé comme programme. Non, mais Leila, en même temps, je pense que si le représentant du RDPC va commencer le débat en fuyant les questions qui lui sont posées. À la fin, je me demande pourquoi il est venu. Parce qu'il ne s'agit pas de se focaliser sur des mots qui ont été prononcés par nous autres sur le plateau pour donner l'impression que ce sont des termes à connotation offensante. Je pense que quand je parle d'occultisme dans le fonctionnement ou bien dans l'administration de la SNI, il s'agit tout simplement de dire que les règles d'administration ne sont pas publiées. Les Camerounais ne savent pas comment ça fonctionne la SNI. Quel Camerounais vous dira
si le résultat de la SNI aujourd'hui est déficitaire ou excédentaire. Personne ne vous le dira, même pas l'honorable Motte. Donc quand je dis occulte, c'est tout simplement parce qu'il s'agit d'une entreprise dont les mécanismes de fonctionnement sont dissimulés au Camerounais. Donc le terme a toute sa place. Et quand je parle aussi de saupoudrage, ça veut dire on trouve une formule de style qui vise à voiler les yeux des Camerounais en leur donnant l'impression que du simple fait qu'on a changé un mot, le résultat financier qu'on attend de l'entreprise sera là. C'est pourquoi je disais donc que le simple fait de parler de société à capital public ne peut pas être un gage qui nous fait comprendre que la société aura le résultat. Non. Donc il n'y a rien de disproportionné. Je me suis juste borné tout à l'heure à vous dire, j'ai relevé un certain nombre de mots. Non, mais vous avez donné l'impression que nous sommes exprimés exactement comme le CNC est en train de j'ai relevé un certain nombre de propos sur lesquels je reviendrai dans le cadre d'une intervention ultérieure. Et je note avec satisfaction que alors qu'il n'a même pas prononcé le mot, il me dit, il pense que je pourrais imaginer que c'est offensant. Vous avez dit que vous faites le rapprochement avec la sortie du CNC. Ça veut dire que pour vous, il s'agit des termes qui sont déplacés. Je ne les ai pas qualifiés. Leïla. Oui, maître. Je vous ai dit que l'expert que j'ai en face, en même temps député de la République, mais ne vous justifiez pas. J'espère qu'il sera sérieux. Dans le droit des restructurations, il y a un vocabulaire approprié. Restructurer veut dire que diminuer les activités d'une société ou augmenter les activités d'une société. Si on diminue, ça veut dire qu'il y avait problème. Si on augmente, ça veut dire qu'il y avait un manque. Alors, quels sont les problèmes? Quel est le manque? Pour qualifier le manque, l'expression usuelle, c'est la fraude. C'est la fraude. Pour qualifier l'augmentation, c'est le caractère occulte de certaines opérations qui se réalisaient. À chaque structure, à chaque domaine, son vocabulaire. Et ceux du Conseil national de la communication, comme ils sont des sachants qui font tout, je me méfie de ceux qui savent tout. Donc j'espère que l'honorable aura le courage de définir chaque mot qu'il voudrait reprouver sur ce plateau pour le situer dans son contexte. Je n'ai pas reprouvé. Nous ne sommes pas sourds, honorable. Nous ne sommes pas incultes, nous ne sommes pas analphabètes. Et le courage de vos mots. Merci. Maître, je n'ai pas reprouvé des mots. Nous sommes dans le cadre. Vous avez noté, vous avez donné la litanie. Bon, les vôtres étaient déjà en train de secouer la tête parce que vous sortez totalement du Non, je ne sors pas totalement. Écoutez, je vais vous répondre. Okay. Je vais vous répondre. Allez-y, ne fuyez pas dans le débat. Répondez directement. Ensuite, vous donnez l'impression... Vous n'avez pas l'impression, nous faisons le constat. Vous faites le constat, mais voilà, également, ce que je voulais dire par là, c'est que vous avez connaissance de tout. Prenons par exemple le thème de restructuration que vous avez utilisé. La restructuration, ce n'est pas de moins et de plus. C'est tout simplement définir une organisation nouvelle qui pourra fonctionner de manière plus optimale. C'est-à-dire? On n'ajoute pas nécessairement, on ne retranche pas nécessairement. On trouve quelque chose, on pense que dans le cadre d'une... Qu'est-ce que vous mettez dans l'adverbe nécessairement? Oh, écoutez, une restructuration, ce n'est pas de plus et de moins, c'est tout simplement la mise en place d'une organisation nouvelle dont on pense qu'il remplira mieux les objectifs qui lui ont été assignés et fonctionnera de manière plus efficace, de manière plus optimale. C'est ça la restructuration tout simplement. Or, dans le cadre de la SNI, je ne sais pas si on a parlé de la restructuration, c'est un changement de statut, tout simplement. Dans le cadre de ce changement de statut-là, écoutez, j'ai même pris la précaution en disant, vos collègues nous jugeons, Maître Ngefak, j'espère qu'on va avoir une discussion sereine. Je ne suis pas jugé par qui que ce soit. Je suis là parce qu'effectivement le parti a fait confiance à une compétence éventuelle qu'il pourrait avoir. On a dit qu'on changeait tout simplement. Et moi j'ai dit on jugera le maçon au pied du mur, sachant qu'en même temps on doit tenir compte de l'évolution de la pensée économique en la matière
la SNI agissant essentiellement sur le monde dans le domaine économique. À l'époque, on pensait qu'effectivement que c'est l'État qui devait faire l'industrialisation du Cameroun. On se rend à l'évidence que très souvent l'État est mauvais gestionnaire. Pas seulement au Cameroun, mais l'État de manière générale est très mauvais gestionnaire parce que comme c'est un bien commun, effectivement les gens ont tendance à penser comme un bien commun. On n'est pas nécessairement obligé de faire un certain nombre de choses. C'est pour cette raison qu'il y a des évolutions, pas seulement au Cameroun, partout ailleurs, où on pense que de plus en plus il faut se retirer de certains marchands et les laisser au privé. L'objectif initial qui avait été assigné à la SNH à l'époque, c'était de dire, à la SNI à l'époque, c'était de dire que, bon, écoutez, compte tenu de la fragilité des acteurs économiques camerounais à l'époque, il fallait que l'on donne une main forte à l'économie camerounaise pour essayer de tirer, pour qu'il y ait une émergence d'une industrie locale. On a fonctionné avec cela pendant une très très longue période. Aujourd'hui, il y a une évolution qui se dessine. Attendons voir ce que ça va donner. Mais en même temps, j'ai compris que j'ai été confronté à des jugements qui ont été, j'ai seulement voulu qu'on arrête le débat là-dessus, qu'on passe au sujet suivant. Très bien. On va tenter une nouvelle fois d'avoir Xavier Messé, si c'est possible. Bonjour Xavier, vous êtes avec nous? Bonjour Xavier. Très bien. Bonjour Xavier Messé. Alors, déposé la semaine dernière sur la table des parlementaires, la Chambre basse, de la Chambre basse, la loi prorogeant le mandat des députés a été votée. Samuel Motte, donc le mandat des députés de la Nation court finalement jusqu'au 30 mars 2026. Dans quelle ambiance, quelle était l'ambiance lors de ce vote? Je précise que les résultats du vote de la Chambre basse, majoritairement représentés par les députés du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, la formation politique à laquelle vous appartenez. Je précise que les résultats du vote n'ont pas été connus du grand public que nous sommes. Est-ce qu'on peut compter sur vous justement pour savoir quels étaient ces résultats? Je vais vous surprendre en disant que la loi a été votée à l'unanimité. Pardon? Si. Tous les votés, tous les députés l'ont voté. Tous les députés l'ont voté. Députés présents. Tous les députés, mais maître. Oui, il faut préciser. C'est les présidents qui votent, sauf quand ils ont un mandat. Sauf quand ils ont un mandat, une procuration qui leur a été donnée par un absent. C'est les présidents qui votent. Et pour cette raison-là, ce serait quand même dommage de dire, à partir du moment où quelqu'un a pensé qu'il faut voter contre, il s'est arrangé à s'absenter. Non, il a tort. J'imagine également qu'un certain nombre de personnes qui se font de communiquer aujourd'hui dans les réseaux sociaux et dans les journaux, c'est vrai qu'ils ne sont pas arrangés pour pouvoir fuir les responsabilités. Le député doit être là pour pouvoir voter. Est-ce que ce que vous dites, c'est que les députés de l'opposition ils étaient à l'hémicycle. Parce qu'effectivement, dans le cas d'espèce, ils se font en diatribe au niveau, comment dirais-je, au niveau de l'Assemblée, qu'une fois qu'on les donne le pupitre en disant nous sommes contre, je ne suis pas sûr que dans leur fort intérêt, ils étaient contre. Mais en même temps, ce n'est pas une histoire de moi. Ce n'est pas une histoire d'indemnité, comme l'a suggéré tout à l'heure en antenne Maître Ngufak. C'est tout simplement le service à la nation. Cet honneur-là que nous avons à représenter un certain nombre de populations pendant une période de mandat qui nous a été donnée. On n'a pas un avantage particulier à en tirer parce que votre question également laisserait penser que à cause de l'avantage que nécessairement les représentants du peuple, de manière générale, tous tendances confondues, au tir de ce mandat-là, ils avaient tout intérêt à ce que cette loi puisse être adoptée. On l'a voté, non pas parce qu'il y avait un avantage personnel qui nous était accordé, mais tout simplement compte tenu de l'exposé de motifs, mais également compte tenu de la tendance observée jusque-là. Tout le monde s'attendait à ce que cette loi-là puisse apparaître, puisse être présentée à l'Assemblée nationale. J'ai été totalement étonné, mais sans vraiment l'être, de voir qu'il y a un certain nombre de personnes qui se fendaient en commentaire en disant on n'aurait pas pu le faire. On l'a fait, c'était la troisième fois qu'on le faisait, pour les mêmes raisons. Mais lorsqu'on vous dit effectivement que lorsque on a le droit, déjà c'est un droit constitutionnel,
une prérogative constitutionnelle qui ont conféré au président de la République. Le contester aujourd'hui, c'est de dire effectivement qu'en réalité, on n'est même pas aussi régalien qu'on le pense. Il a utilisé, pas pour la première fois. La première fois, lorsque l'ECAM, refondant la liste électorale, a demandé un sursis de 6 mois. Ce sursis-là qui était transformé en 2 prolongations de 3 mois et de 2 mois. On l'a fait également tout récemment pour les mêmes raisons, parce que, comme la loi, l'article 14, l'article 15, alinéa 4 de la Constitution l'indique bien, en cas de troubles graves, ou lorsque les circonstances l'exigent, en cas de crise grave, ou lorsque les circonstances l'exigent, le président de la République a cette prérogative de demander à l'Assemblée nationale une prorogation. Et on l'a fait également parce que les conditions l'exigeaient pour les mêmes raisons, en raison de l'encombrement du calendrier électoral. Et là également... Comment on en arrive Attendez, mais le calendrier électoral, c'est l'alignement tout simplement des astres. Non, c'est l'alignement des astres. Il se passe tout simplement que les députés ont été élus il y a 4 ans de cela. Le mandat finira en 2025. Sans toutefois qu'il y ait une telle action qui a consisté à téléguider pour qu'il y ait cette coïncidence. De la même façon, en 2018, on a élu le président de la République, le mandat s'achèvera en 2025. Personne n'a organisé que ça puisse, ces dates puissent coïncider. Attendez. En 2020, il était censé être élu en 2018. Oh, ben attendez, mais je peux dire pour les mêmes raisons également. C'est pour cette raison-là également, quand vous voulez remonter la pente, c'est pour apporter quelle preuve. On a décalé en 2020, je crois en 2013, parce que l'ECAM avait demandé un temps supplémentaire pour refondre les listes, pour la bonne cause. Et donc, à la fin de cette prolongation, on se rend compte qu'en 2018, les 2 élections coïncident. Les 2 élections coïncidant, qu'est-ce qu'on fait? On a reporté une élection. On a reporté 2 élections, municipales et législatives. Et là également, aujourd'hui, il y a un hasard qui fait que un hasard pas heureux nécessairement, qui fait qu'en 2025, là, on aura à gérer à la fois l'élection des députés, des conseillers municipaux et également des conseillers régionaux. Et là également, compte tenu de l'encombrement, on a demandé également pour les mêmes raisons de décaler tout simplement parce que, conformément à la Constitution, les conditions l'exigent. Après maintenant, ce n'est pas nécessairement un problème d'argent comme j'ai entendu parler de budget. Lorsque vous avez en face de vous des acteurs politiques dont le mode opératoire est nécessairement fondé sur la contestation, là, je vous mets au défi d'organiser une élection au mois de mars, de faire en sorte que le contentieux puisse être apuré un mois plus tard, de les laisser le temps nécessaire de faire du vacarme dans la place publique et de vous retrouver au moment où on doit élire le président de la République avec des armes aussi surchauffées. On prendra quand même du temps pour des problèmes de logistique, de faire en sorte que tout le monde soit apaisé au sortir d'un scrutin pour pouvoir organiser l'autre. Et là également, la solution, c'est éliminer certains acteurs. On a tenter l'élimination de certains acteurs. Bon, alors, écoutez bien Léla, il faut bien qu'on s'entende. Oui, monsieur Mout. Cette façon-là également de ramener tout à soi n'est pas une bonne chose. Pourquoi est-ce qu'en 2018, quand on a reporté en 2013, on avait envie d'éliminer quel acteur? Personne. De la même façon que lorsqu'on, pour des raisons également de réforme 2011, pour des points de réforme du calendrier électoral, on a également demandé à reporter, on voulait éliminer quel acteur? Voilà des gens qui, en toute conscience de cause, en toute connaissance de cause, savent très bien quelles sont les conditions pour pouvoir avoir un candidat au présidentiel. Ils renoncent à aller à une élection. Et vous voulez aujourd'hui que ces gens-là puissent tenir tout le monde dans la culotte en disant, à partir du moment où moi j'ai décidé, pour ne pas donner l'impression que vous me disqualifiez, vous ne pouvez pas actionner un droit, une prérogative qui est reconnue à tout le monde. Non. Et par ailleurs, Léla, on n'a pas dit que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être nécessairement présenté par. Ce n'est pas la seule option. Et de toute façon, même si c'était la seule option, l'ensemble des candidats qui demain ou après-demain veulent être candidats à la présidence de la République
il y a au moins 2 ou 3 possibilités qu'il a offertes. La première possibilité, les 300 signatures, c'est possible. J'adore votre sourire. J'adore votre sourire, Lila. Attendez. Attendez, Lila. Au-delà de ces 300 signatures, il y a à peu près 15 partis aujourd'hui qui ont des représentations, soit dans les conseils régionaux, soit dans les conseils municipaux, soit à l'Assemblée nationale, au Parlement. Et ils peuvent également se faire accompagner par un des partis. Et de toutes les façons, en ce qui nous concerne, nous, le RDPC, le problème ne s'est jamais posé. Parce que de toutes les façons, vous allez bien vous rendre à l'évidence. En 2025, tout ce beau monde sera là, comme adversaire du RDPC. Et c'est sur cette là que nous attendons. Et ce n'est pas parce qu'ils se fendent en petits communiqués pour faire l'intéressant que nécessairement on va refuser de faire actionner la loi. Par ailleurs, Léla, cette idée-là de dire que pour être candidat à la présidence de la République, il y a un certain nombre de conditions à remplir, ces conditions ont toujours existé partout ailleurs, dans toutes les démocraties du monde. Et parmi lesquelles d'ailleurs, la condition première, avoir des représentants, on veut voir si c'est un parti qui fait preuve de citoyenneté et c'est également un parti qui est dans le socle républicain. Voilà un des partis aujourd'hui qui sont écartelés entre leurs propres errements politiques, stratégiques, et qui voudraient effectivement dire, à partir du moment où je me suis trompé hier, je dois considérer que tout le monde doit se mettre à genoux pour montrer que c'est important. On ne gérera pas des états d'âme en la matière, mais de toutes les façons, c'est le but de chercher, ce n'était pas celui de disqualifier qui que ce soit. Maître Désiré Sikati, est-ce qu'au MRC, on s'attendait à cette prorogation? Mais Léla, je pense que dans votre façon de relancer M. Motte, vous donnez l'impression que vous savez certainement qu'en trame de fond, il y a une intention malicieuse de la part du RDPC derrière cette prorogation des mandats des députés. Parce qu'il faut quand même se souvenir que lorsqu'on lit l'article 15, alinéa 4 de la Constitution... Je ne donne aucune impression, je pose juste les Non, je veux dire, à vous écouter, on comprend que vous êtes une journaliste qui s'intéresse effectivement à l'actualité. Et que les débats politiques, vous connaissez, vous savez comment tirer les substances. Voilà, donc et ce que je dis pour vous, je pense à vous également pour plusieurs journalistes qui s'occupent de l'actualité au quotidien au Cameroun. Je disais tantôt que l'article 15, alinéa 4 de la Constitution est un cas d'exception où les mandats des députés peuvent être prorogés en cas de crise grave ou lorsque les circonstances l'exigent. Je dis bien c'est un cas d'exception. Bon, maintenant, si nous sommes d'accord qu'en 2013, il y a eu une prorogation de mandat. En 2018, il y a prorogation de mandat. En 2012 pour l'élection. Oui, en 2012 pour l'élection qui s'est tenue en 2013, effectivement. En 2018, il y a prorogation de mandat pour qu'on en arrive à tenir l'élection en 2020 et que maintenant pour 2025, la prorogation de mandat est envisagée pour que l'élection se tienne en 2026. Je pense que là, on ne rentre plus dans le cas de l'exception. Ça devient pratiquement la règle. Et je dis, l'article 15, alinéa 4 de la Constitution, parle d'un cas exceptionnel. On ne peut pas me faire croire qu'au Cameroun, de façon systématique, chaque fois qu'il doit avoir élection à l'Assemblée nationale, bon, et je dirais même les élections couplées législatives municipales, parce que ce qui est certain, c'est que, étant donné que la tradition et les usages politiques voudraient que depuis un certain temps, les élections des conseillers municipaux et des députés soient couplées, forcément, il y aura un décret du président de la République qui va proroger le mandat des conseillers municipaux. Donc, ça veut dire tout simplement que désormais, la règle au Cameroun, c'est qu'il faut proroger les mandats. Or, le constituant avait envisagé cela en termes d'exception. Maintenant, lorsqu'on entre dans le concept de crise grave, quelle est la crise grave dont on peut expliquer aujourd'hui? Je comprendrais que, bon, il y a quand même un événement au Cameroun qui pourrait être entendu sur le plan politique comme une crise grave, qui est la crise au Nozo, et même également les attaques sporadiques de Boko Haram, mais seulement, ces attaques n'ont pas commencé aujourd'hui. Il y a plusieurs élections qui ont été organisées. Donc, ces événements-là ne peuvent pas être entendus comme des crises graves. Maintenant, revenons-en sur la notion de lorsque les circonstances l'exigent. Voilà, donc les circonstances, c'est quoi? Moi, j'ai écouté d'autres représentants du RDPC, des hauts cadres du RDPC, expliquer que, bon,
on ne peut pas organiser autant d'élections en une année qu'il faut du temps pour se préparer. Aujourd'hui, j'apprends aussi de la bouche du député Samuel Motte qu'il faut donner aussi du temps pour que les esprits se calment, parce qu'ils savent déjà qu'ils ont mis sur pied une machine de fraude qui va exciter les Camerounais a dit non demain. C'est ce que j'entends aussi. C'est-à-dire qu'ils ont envisagé qu'il y aura des contestations. Et il faut donner le temps. Parce il y a toujours des contestations. Non, non, il y a toujours des contestations pour des élections frauduleusement organisées. Voilà. Mais les élections transparentes, démocratiquement organisées, ne connaissent pas de contestation. Je veux dire, même aux États-Unis, après l'élection de... Non, aux États-Unis, c'est exceptionnel. Ça n'arrive pas tout le temps. C'est pourquoi je disais que... Presque toujours, il y a des contestations de l'opposition. Non, non, c'est pas toujours. Les contestations, le type de contestation qu'on a vécu, il y a de cela 4 ans, entre Donald Trump et Joe Biden, au point où il y a des Américains qui ont attaqué le Capitole. On ne voit pas souvent cela. Avant, on en a eu des cas, mais il y a eu des contentieux devant la juridiction électorale aux États-Unis. Mais au Cameroun, de façon systématique, ils envisagent déjà qu'il y aura des contestations, les gens vont descendre dans la rue, il faut donner le temps pour bien verser le gaz lacrymogène sur les Camerounais, les intimider, confisquer leur victoire. C'est ce qu'il est en train de dire. Et moi, je trouve ça quand même assez révoltant, venant de la bouche d'un élu de la nation. Au-delà de la question que vous me posez, je pense qu'il faut être capable. Vous y êtes tendiez. Oui, il faut être capable de dire que la prorogation du mandat ou bien des mandats des députés pose un problème de vice de forme. Un problème de vice de forme. Quand je parle de problème de vice de forme, lorsque vous lisez l'article 37 de la Constitution camerounaise, il est prévu que, en matière de prorogation de mandat, que le président du Conseil constitutionnel soit consulté et qu'il donne un avis motivé publié au journal officiel. La publication au journal, allez lire, je ne sais pas pourquoi vous me écarquillez les yeux pour me regarder, c'est l'article 37 qui dit bien que dans le cas de l'article 15 de la Constitution, le président du Conseil constitutionnel est consulté et il émet un avis motivé publié au journal officiel. Ça, vous ne l'avez pas fait. Le journal officiel, c'est quoi? C'est un journal dans lequel tous les Camerounais peuvent retrouver des textes de dimension nationale tel que celui qui est prévu pour la prorogation des mandats des députés. Donc normalement, au jour d'aujourd'hui, on aurait dû avoir un préalable avant même que le bureau de l'Assemblée nationale soit saisi et donne son accord pour la saisine de la commission de loi constitutionnelle et le débat en plénière. Il fallait que le président du Conseil constitutionnel soit saisi. Mais nous savons tous, il n'a pas été saisi. Personne n'a vu. Rien n'a été publié. Vous pensez que ça aurait changé quelque chose s'il avait été saisi? Non, ce n'est pas une question de changer. C'est un problème de constitutionnalité de la prorogation. Parce que la procédure de prorogation des mandats doit être constitutionnelle. Et je vous démontre déjà là que cette procédure a violé l'article 37 de la Constitution en ce que le président du Conseil constitutionnel n'a pas été consulté, en ce que nous n'avons pas vu un avis motivé, nous n'avons pas vu cet avis publié au journal officiel. Ça devrait être un préalable avant le passage de ce projet de loi devant la représentation nationale. Ça, c'est le vice de forme. Maintenant, venons-en à ce que j'appelle les vices de fond. Quand vous écoutez M. Samuel Motte, il vous donne l'impression que, bon, comme on avait prorogé en 2012, forcément, les Camerounais étant habitués aux prorogations, il faut qu'on accepte la nouvelle prorogation. Non, non, sauf que j'ai envie de lui dire que la prorogation, le calendrier électoral est connu d'avance. Lorsque M. Samuel Motte a été élu en février 2020, il s'est installé à l'Assemblée nationale autant que les 169 autres députés. Je pense que c'était en mars, à la session de plein droit. Le calendrier électoral disait déjà que au bout de 5 ans de mandat, il y aura une autre élection pour renouveler l'Assemblée nationale. Donc comment ça se fait qu'aujourd'hui le régime se comporte comme si c'est à la dernière minute qu'il découvrait que cette élection était pourtant envisagée depuis 5 ans? Comment ça se fait? Donc à côté de ça, il faut tenir compte du fait que entre 2011, déjà au-delà de 2011, il parlait tout à l'heure de l'argument budgétaire. Moi j'ai écouté... Je n'en ai pas parlé. Non, vous avez dit l'argument, les questions budgétaires ne font pas partie des raisons pour lesquelles la prorogation de mandat a été envisagée. Mais seulement j'ai écouté d'autres représentants du RDPC, et pas n'importe lesquels, qui ont dit que l'État a besoin du temps pour mobiliser des ressources financières pour organiser ces élections-là. Mais seulement, il faut aussi être capable de dire aux Camerounais que la prorogation des mandats des députés signifie qu'il va falloir engager des nouveaux budgets de fonctionnement pour l'Assemblée nationale,
pour la rémunération des députés et que seulement pour les députés, on est à l'ordre pour 12 mois de prorogation. En termes de charges supplémentaires, on est dans l'ordre de 35 milliards de francs CFA. Et quand vous faites le rapprochement aussi avec les conseillers municipaux, sur toutes les différentes communes qu'on a au Cameroun, on est dans les 25 milliards. Donc ça veut dire que l'enveloppe budgétaire qu'il va falloir consigner pour gérer cette prorogation sur 12 mois, pour les députés et les conseillers municipaux, tourne autour de 60 milliards. Or, pour organiser une élection au Cameroun, élection législative et municipale, eh bien, on a besoin de moins que ça. On a besoin de moins que ça. Alors, pour évoluer et peut-être conclure, oui. Vous savez, quand j'écoute l'honorable me dire il faut donner aussi du temps, machin et tout, est-ce que vous savez que l'écart de temps qu'il y a entre l'organisation de l'élection législative et municipale, si elle était effectivement organisée en février 2025, le temps qui s'écoule entre février 2025 et octobre pour l'organisation de l'élection présidentielle, c'est 8 mois. Mais désormais, avec la prorogation du mandat, l'élection présidentielle va se tenir en octobre 2025, alors que l'élection couplée législative et municipale va se tenir en février 2026. Ça veut dire qu'on revient à un écart de 6 mois entre l'élection présidentielle, un écart de 5 mois, et même moins, pratiquement 4 mois, entre l'élection présidentielle et les élections législatives et municipales. Où est le temps qui était donc l'argument, ou bien le temps dont le RDPC voulait bénéficier pour organiser des élections sereines? Donc, et c'est pourquoi nous disons que aujourd'hui, la question de la prorogation, la prorogation du mandat des députés et des conseillers municipaux est manipulée par le RDPC sous 2 angles. Le premier angle, c'est l'angle de l'assurance même de ce que l'élection de leur champion ne peut pas être contestée ou bien ne peut pas être remise en cause par des remous internes. Parce qu'ils ont compris à un certain moment, pour 2012, il s'est avéré qu'ils s'étaient rendu compte que les investitures des candidats du RDPC pour les différentes élections locales ont souvent créé des mécontentements qui pouvaient rejaillir négativement sur l'élection du président de la République. À ce moment-là, il n'était pas question d'écarter forcément un candidat. Donc c'est pour vous dire qu'ils manipulent ça toujours dans leur intérêt. Ils ont décalé, voilà, ils ont organisé l'élection présidentielle avant, juste parce qu'ils ne voulaient pas courir le risque de voir les mécontents de l'élection législative faire créer peut-être un environnement de vote sanction le moment venu sur l'élection présidentielle. Mais ce qui est certain, c'est que pour le cas présent, parce que je disais qu'ils manipulent sous 2 ans, pour le cas présent, il s'agit en fait de trouver les moyens d'écarter un candidat. Et le principal candidat qui est visé, d'ailleurs, l'autre jour, lors de la conférence que le ministre de l'administration territoriale tenait devant les gouverneurs, tout le monde a bien compris qu'il envisageait déjà l'irrecevabilité de la candidature du principal candidat de l'opposition au motif de ce qu'il n'a pas des élus. Bien entendu, nous sommes tout à fait d'accord avec M. Mott sur le fait que la Constitution offre plusieurs mécanismes de présentation de candidatures pour les candidats de l'opposition. Et c'est sur cette base que Maurice Kamto, quel que soit ce que le RDPC envisage, sera candidat. Nous l'avons toujours dit aux Camerounais. Et pour finir, Mme Leïna, je voudrais dire que lorsqu'on fait la politique au Cameroun, ne donnons pas aussi l'impression que nous évoluons dans un vase clos. Il y a des pays à côté de nous, le Nigeria. Récemment, leur dernière élection, c'était une élection présidentielle, législative, sénatoriale. Ils ont organisé ça le même jour. Et 2 semaines après, le Nigeria a organisé l'élection pour la désignation pour les gouverneurs des États fédérés. Mais on veut nous faire croire que ce qui se passe ailleurs ne peut pas se passer au Cameroun. Pourquoi? Et je rappelle que le Nigeria, c'est quand même 87 millions d'électeurs régulièrement inscrits et qui votent. Pourquoi est-ce qu'on veut nous faire croire que ça peut se passer de la même façon au Cameroun? Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie de Maximilienne Gobé, relayée par Actu Cameroun, la présidente du REDAC, qui appelle à la démission des députés de l'opposition pour faire passer un message fort au peuple camerounais? Ce que je pense exactement, c'est mon premier point, la première observation que je voudrais faire relativement à la déclaration de l'honorable Samuel Mott. Il faut que ceux qui nous écoutent retiennent que l'honorable Samuel Mott a induit le peuple en erreur en disant que la loi de prorogation de leur mandat a été prise à l'unanimité. Faux. Il doit dire qu'elle a été adoptée à la majorité, c'est-à-dire
peut-être à l'unanimité des députés du RDPC. Ça, c'est la première observation. Je crois que j'ai réglé son problème. Deuxième observation, c'est que ceux qui ont adopté cette loi, je voudrais utiliser une expression adoptée, présentée, analysée et commentée par Montesquieu dans l'esprit de loi. C'est des députés à qui il manque de la vertu politique. Je note ça aussi, mais... C'est des députés à qui il manque de la vertu politique. Je reprends pour que vous écriviez normalement. C'est pas une dictée, mais... Alors, il leur manque de la vertu politique parce qu'ils n'ont pas assez d'amour pour la patrie. Ils détestent l'égalité entre les peuples. Ils n'ont pas assez d'amour pour la patrie. Ils détestent l'égalité entre les peuples. On n'a pas eu l'eau. La troisième observation, c'est que vous constaterez que c'est des députés qui manquent de vertu politique parce qu'aucun d'eux n'a essayé de provoquer le respect de la loi par l'Auguste Chambre. Aucun d'eux ne peut vous dire quelle est la motivation présentée par le président du Conseil constitutionnel. Aucun d'eux. Il ne peut pas dire parce qu'il n'a pas vu, parce qu'il n'avait pas d'amour pour la patrie, il n'aimait pas l'égalité, il n'a pas cherché à voir. Mais nous savons tous que ça n'existe pas. Ce n'est pas un acte occulte, c'est un acte public parce qu'il doit au préalable être publié dans le journal officiel. Mais un député de la République qui est habité par la vertu politique, qui aime l'égalité, c'est-à-dire qui aime la patrie, devrait voir si la motivation que lui il va voter est conforme ou bien critique celle proposée par le président du Conseil constitutionnel. Non. C'est des haineux de la patrie, c'est les amis de l'inégalité dans la Chambre. C'est eux qui ont adopté cette loi. Troisième part, vous allez constater que même la proposition adoptée, la motivation adoptée par cette Chambre, eux, ils ne s'entendent pas entre eux. Je l'ai lu, c'est un petit mot. D'un député à un autre, il a son argument. Lui, il nous dit ici qu'il y aura rixe entre mars et octobre et il faudra calmer pour atteindre l'élection du... Mais non, ce n'est pas ce que ceux qui ont commandé la loi pour leur imposer, parce qu'il manque de vertu politique, ils ont adopté. Ceux qui ont commandé cette loi ont donné une seule motivation, que le calendrier politique est surchargé. Point. C'est écrit noir sur blanc. Le calendrier politique est surchargé. Le calendrier électoral. Le calendrier électoral, pardon, Voilà. est surchargé. Merci. Or, nous démontrons que en 2025, il doit y avoir seulement 2 élections. 4. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Février-mars, c'est couplé. Ça fait 2. C'est une seule fois. Vous ne coupez que, vous ne pouvez pas couper quelque chose qui est unique. Il faut au moins 2. Vous ne sortirez pas, ce n'est pas risible. Je ne dis pas non plus. L'intelligence n'est pas risible, surtout que vous avez le Conseil national de la communication qui le surveille. Merci pour l'intelligence. Alors, il faut éviter la distraction, surtout que nous avons sur nos pieds le Conseil national de la communication. Entre février et mars, chaque individu, fut-il député de la nation, sortira de chez lui une seule fois pour aller élire 2 personnes. Ça se fait une fois. En octobre, ce sera le président de la République. L'élection des régionaux, ce n'est pas l'affaire du peuple camerounais. Ce n'est pas l'affaire du peuple camerounais. Donc le peuple camerounais, au regard de la loi, devrait sortir en 2005, en mars,